Je ne suis pas du genre à collectionner les théories du complot ou à croire aux légendes sur les expériences secrètes. J'ai toujours été fasciné par des faits simples: la géographie, la science, l'aventure. Aussi, lorsque j'ai rejoint pour la première fois une expédition dans l'une des stations polaires de l'Antarctique, mon rêve le plus profond était de voir la majestueuse étendue de glace, de recueillir des données scientifiques sur les caractéristiques tectoniques du continent et, peut-être, de laisser une modeste ligne dans une revue scientifique. C'était au milieu du XIXe siècle, après la fin de la Grande Guerre, lorsque plusieurs puissances ont commencé à explorer plus activement l'Antarctique. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que notre petite équipe rencontrerait un signal radio qui, selon toutes les lois de la logique, n'aurait pas dû exister. Nous étions 6 dans cette expédition. J'étais un géophysicien en herbe. Notre chef s'appelait Walter, un explorateur chevronné qui avait parcouru la moitié du globe. Davis, un météorologue, Hope, un biologiste, Bryson, un technicien en électricité, et Marcus, un opérateur radio. La station où nous étions basés était située dans une région totalement déserte, où la zone habitée la plus proche se trouvait à plusieurs heures d'avion. Il y régnait le permafrost, des champs de glace et de neige à perte de vue, et, au lieu des bruits habituels de la civilisation, un vent hurlant. L'essentiel de notre travail était simple: prélever des carottes de glace, mesurer les anomalies météorologiques, analyser les lacs sous-glaciaires. L'Antarctique semblait respirer le mystère. Des micro-organismes uniques et même d'étranges signaux anormaux étaient parfois découverts sous la surface des glaciers. Mais à l'époque, tout semblait relativement clair, jusqu'au jour où notre équipement a capté une vague qui s'est immédiatement démarquée de l'arrière-plan habituel. Le premier à l'entendre fut Marcus, qui effectuait son contrôle hebdomadaire des ondes radio pour détecter les interférences et les données météorologiques. Lorsque Marcus a signalé qu'il entendait un signal provenant de sous la glace, nous nous sommes immédiatement posé beaucoup de questions. Tout d'abord, les ondes radio ne passent pratiquement pas à travers des épaisseurs de glace aussi colossales. Et ici, la glace atteint plusieurs kilomètres à certains endroits. Deuxièmement, s'il s'agissait d'un signal provenant de la surface, il aurait fallu une puissance d'émission considérable. Et pourquoi? Qui voudrait émettre quoi que ce soit dans un endroit aussi vide? Nous nous sommes serrés les uns contre les autres dans la salle radio, écoutant le bruit des ondes et essayant de repérer des modèles. Et puis, au milieu des grésillements et des sifflements, un rire silencieux mais caractéristique nous est parvenu. Un vrai rire d'enfant, presque joyeux. Puis des phrases courtes et brèves qui ressemblaient à des ordres militaires. Nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'une superposition de plusieurs signaux, d'une étrange interférence. Mais Marcus a vérifié la fréquence, changé l'équipement, essayé d'annuler l'interférence. Cela n'a servi à rien. C'était comme si le signal venait de l'intérieur et son intensité ne dépendait pas de l'heure de la journée. Lorsque nous renforcions la réception, les rires devenaient les plus stridents et les ordres ressemblaient de plus en plus à des fragments d'ordres donnés dans les vieux jours de la guerre. Dès que nous imaginions un instant que quelqu'un de souterrain émettait une étrange transmission radio, un frisson nous parcourait l'échine. Walter n'aimait pas le mysticisme et était sceptique, mais il devait en convenir, un tel phénomène ne pouvait être expliqué par nos modestes connaissances scientifiques. Cela faisait environ une semaine que le signal anormal avait été détecté. Pendant tout ce temps, nous avons essayé de comprendre le contenu de ces messages. Marcus a enregistré les transmissions sur un magnétophone à bobine, et Bryson, un homme familier de l'équipement audio, a essayé de nettoyer le bruit et de rendre les fragments plus discernables. Ensemble, ils ont repéré de courts sons ressemblant à des mots, comme des ordres. Attention, en avant, halte,
Feu. Mais le plus étrange, c'est qu'à ces ordres s'ajoutaient les rires des enfants, non pas sinistres, mais au contraire très joyeux. Aucun d'entre nous ne pouvait comprendre comment ces deux courants sonores se rejoignaient. Walter a supposé qu'il s'agissait d'une sorte de signal se reflétant sur l'ionosphère et a qualifié le phénomène de transmission radio fantôme, comme cela arrive parfois avec les voix de l'éther des temps passés. Il n'en reste pas moins que, d'où que vienne ce signal, il y avait des kilomètres de glace morte sous nos pieds. Nous avons essayé de prendre des mesures de profondeur à l'endroit supposé où le signal était plus fort, se souvenant qu'en Antarctique, des lacs géants se cachèrent parfois sous la croûte de glace. Nos instruments ont confirmé qu'il pouvait effectivement y avoir un vide. Nous avons rapidement établi que la couche de glace à cet endroit s'étendait sur plus de 3 kilomètres et que, sous celle-ci, nous avons trouvé une masse creuse, peut-être une grotte ou un complexe de laboratoire, vestige des tentatives d'aménagement du pôle pendant la dernière guerre. Hope, notre biologiste, a suggéré qu'un tel endroit pourrait contenir un écosystème autonome ou des vestiges d'une présence humaine issue de la confrontation mondiale. Alors que nous discutions de tout cela, l'idée que des travaux clandestins avaient peut-être été menés ici et que des archives confirmaient la construction d'une installation sous la glace restait en suspens. Davis lança l'idée. J'ai entendu dire que pendant la guerre, il y avait des projets de construction de bunkers secrets dans le monde entier, y compris dans des zones de glace perpétuelles, où ils pouvaient y s'abriter ou mener des expériences. Mais personne n'a pu répondre à la question de savoir pourquoi nous entendons des rires d'enfants. S'il s'agit d'une ancienne base militaire, qu'est-ce qu'un enfant vient faire là-dedans? Un soir, nous étions tous assis dans la salle de radio lorsqu'il s'est passé quelque chose qui me donne encore la chair de poule, rien qu'en m'en souvenant. Marcus était en train de régler le récepteur comme d'habitude pour capter le signal, mais soudain, il y a eu un grincement étrange dans les haut-parleurs, suivi d'un petit cri qui m'a donné envie de me boucher les oreilles. Nous avons regardé Marcus, attendant qu'il nous explique ce qui se passait, mais il avait l'air choqué. Puis, alors que le grincement atteignait son paroxysme, Marcus a saisi ses écouteurs comme si on lui vissait les tympans. Puis, il s'est mis à parler d'une voix d'extraterrestre. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à me souvenir de ce que Marcus diffusait. Ce n'était certainement pas de l'anglais, ça ne ressemblait pas à du français ou de l'allemand. Les mots s'enchaînaient, sans pause, rapides et secs, comme si quelqu'un parlait fiévreusement dans une langue inconnue. Nous avons essayé de l'interpeller, de lui retirer ses écouteurs, mais c'est comme s'il ne nous avait pas remarqués. Ses yeux étaient grands ouverts, mais semblaient vides. Il marmonnait des phrases entrecoupées d'un rire enfantin qui, pour une raison inconnue, provenait de la radio. Nous ne pouvions pas dire si le rire provenait de la radio ou de Marcus lui-même. Au bout d'une minute qui nous a paru une éternité, Marcus s'est arrêté de parler. Walter l'a attrapé par les épaules et a commencé à le secouer. « Hé, Marcus, réveille-toi !» Notre opérateur radio a tressailli, a cligné des yeux plusieurs fois et a lentement reporté son regard sur nous. Nous pensions que c'était fini, mais soudain, il a esquissé un large sourire. Je ne l'avais jamais vu sourire comme ça auparavant, follement heureux et vide à la fois. Puis, il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose d'important, mais aucun son n'est sorti. Sa gorge ne semblait pas émettre la moindre vibration. Soudain, il s'est écroulé sur le sol, inconscient. Nous avons appelé toute notre équipe médicale. Davis et Hope ont commencé à examiner Marcus, à prendre son pouls. Il était vivant, mais il était dans une sorte d'évanouissement profond, si l'on peut dire. Il avait encore un léger sourire sur le visage, ce qui nous effrayait autant que l'attaque elle-même. Dans les haut-parleurs de la radio, nous pouvions entendre les mêmes sifflements
les mêmes rires et les mêmes ordres militaires, mais maintenant dans une nouvelle séquence, comme si quelqu'un ou quelque chose se moquait de nous. Bryson a éteint le récepteur. Walter dit « On dirait qu'on en a assez de ce signal ». Marcus ne reprit conscience que le lendemain matin. Pendant tout ce temps, il est dû rester dans une infirmerie improvisée où nous avons essayé de maintenir sa température normale. Nous n'avions pas de médecin, mais Hope, en tant que biologiste, avait quelques connaissances en médecine. Elle y dit qu'il était en état de choc psychologique plutôt qu'en état de traumatisme physique. Bientôt, environ 2 heures plus tard, elle a remarqué quelque chose d'anormal. Regardez ses yeux. Lorsque nous nous sommes approchés, nous avons vu que les pupilles de Marcus semblaient recouvertes d'un film. Cela m'a rappelé l'histoire de certains animaux qui développent une membrane protectrice. Mais après tout, Marcus est un être humain normal. Je n'en savais rien. Quelques heures plus tard, il a ouvert les yeux, mais il ne nous voyait pas. Nous nous en sommes immédiatement rendus compte. Il ne répondait pas aux deux gestes, et lorsque nous avons essayé de vérifier sa réaction à la lumière, nous nous sommes aperçus que ses pupilles n'étaient pas rétrécies. Il était aveugle. Son regard semblait se porter quelque part à l'horizon. Il n'a pas dit un mot depuis. Un léger sourire se dessine sur son visage, d'un calme effrayant. Nous avons mis toute notre énergie à essayer de trouver un moyen de le sortir de cet état, mais en vain. Pour la première fois depuis toutes mes semaines sur la station, j'ai commencé à ressentir une véritable peur. Alors que Marcus restait immobile, le signal ne parvenait nulle part. Les sifflements et les rires résonnaient toujours sur les ondes radio. Nous savions tous que nous devions éteindre l'équipement, mais Walter a insisté. Nous devons découvrir la nature de ce phénomène. Sinon, nous laisserons Marcus dans l'embarras. Il n'arrivait pas à croire que des radiations inexpliquées puissent rendre les gens fous. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Notre partenaire est déjà blessé. N'aurait-il pas mieux valu partir et confier la responsabilité aux autorités? Cependant, il nous a semblé que dans les circonstances de l'époque, on attendait de nous une explication scientifique et non une fuite. Nous avons décidé de vérifier la zone sous la glace d'où provenait le signal. Peut-être y avait-il un émetteur caché ou une installation technique étrange héritée de la Grande Guerre. Nous disposions d'une petite foreuse capable de percer la glace, mais il s'agissait de trous peu profonds. Il était impossible de pénétrer 3 kilomètres de glace. Néanmoins, Walter était en contact avec d'autres stations et il a demandé de l'aide par radio. Il fallait des foreuses massives, mais la réponse était vague, une sorte de panne de communication et du mauvais temps. Nous n'avons jamais obtenu d'accord ou de refus clair. Pendant ce temps, Davis et Hope décidèrent de décoder les enregistrements des signaux. Peut-être que si nous pouvons comprendre ce qu'il dit, nous pourrons trouver la clé pour briser la malédiction de Marcus. J'appelle ça une malédiction parce qu'il n'y a pas d'autre façon de la décrire. Je suis un scientifique par nature, mais ce que j'ai vu dépasse la rationalité. Chaque fois que nous l'avons écouté, nous avons eu la chair de poule. Le rire de l'enfant semblait joyeux, mais dans ce contexte, il était inquiétant. Les ordres militaires deviennent de plus en plus intelligibles. Avancez, ouvrez le feu, faites votre rapport. Bryson suggéra que quelqu'un avait peut-être utilisé l'Antarctique comme terrain d'essai secret pour des signaux psychotropes pendant la Grande Guerre et que nous avions détecté des radiations résiduelles. Cela expliquerait à la fois la cécité et le comportement étrange de Marcus. Mais nous n'arrivions pas à comprendre comment le rire d'un enfant s'était retrouvé dans le signal. Hope a pensé à un scénario plus sombre, qu'il faisait des expériences sur des enfants à l'époque, mélangeant leur voix avec des ordres militaires pour créer une sorte de super-arme. À cette seule idée, mon cœur s'est serré. Le tournant s'est produit lorsque Marcus est sorti de sa couchette une nuit
et s'est dirigé directement vers la salle de radio, comme s'il était guidé par un fil invisible. Il était encore aveugle. Ses yeux, comme recouverts d'un voile, étaient incapables de s'orienter dans l'espace. Nous nous sommes réveillés au son de ses pas et l'avons trouvé assis à la même place devant le récepteur, murmurant les mêmes phrases saccadées dans une langue inconnue qui nous faisait dresser les cheveux sur la tête. Lorsque Walter a essayé de l'éloigner, Marcus a crié quelque chose d'un ton dur. Si la caméra l'avait capté, on aurait dit un ordre militaire. Immédiatement, le récepteur a émis des sifflements et des rires. Nous avons de nouveau senti que la volonté froide de quelqu'un était présente dans la pièce. Après quelques secondes, Marcus s'est calmé, un sourire familier sur les lèvres. Soudain, j'ai remarqué qu'il ne clignait pas des yeux, pas du tout. Il fixait le vide, comme si son esprit avait perdu toute connexion avec le monde réel. J'ai eu une idée horrible. Peut-être qu'il n'était plus avec nous, et que quelque chose d'extraterrestre s'était emparé de son corps. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvions plus ignorer le signal. Nous devions découvrir ce qu'il y avait sous la glace. Davis supposa que si c'était un laboratoire militaire, il devait y avoir des documents ou des rapports quelque part. Mais le problème était que nous ne pouvions trouver aucune donnée officielle nulle part, et il devenait de plus en plus difficile de contacter d'autres dome stations. Le temps s'est fortement dégradé. Vent violent, congère. Il semblait que la nature elle-même ne voulait pas que nous quittions cet endroit. Le 3e jour du blizzard, nous avons reçu un message codé de chercheurs chevronnés qui nous avertissait « Ne vous enfoncez pas dans la zone sous-glaciaire. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Le signal est la conséquence d'une expérience interdite. Partez avant qu'il ne soit trop tard. » Walter l'a lu lorsqu'il a pu distinguer les interférences. Nous nous demandions qui étaient ces mystérieux chercheurs principaux. Il s'agit peut-être d'une sorte de groupe fermé de scientifiques qui connaissent ces événements depuis longtemps. Mais que cachent-ils exactement? Nous avons nous-mêmes de penser qu'il valait de mieux s'échapper. Mais aucun d'entre nous n'était en mesure de quitter Marcus, et les conditions météorologiques rendaient l'évacuation presque impossible. La seule chose qui restait était de continuer à chercher une réponse, car ce n'est qu'alors que nous pourrions trouver un moyen d'arrêter ce maudit signal. La situation était d'autant plus compliquée que notre nourriture commençait à se gâter et que l'humeur de l'équipe dans son ensemble était en train de s'affaiblir. Walter semblait donc rester éveillé 24 heures sur 24, toujours en train d'étudier le récepteur, dans l'espoir d'intercepter une clé de décodage claire. C'est ainsi que nous sommes tombés sur un fragment répétitif, quelque chose comme « mot de code, zone interdite, objet numéro 1 ». Ces mots étranges ont été interrompus par le rire d'un enfant. Personnellement, j'aurais juré que parfois, je distinguais une voix de femme disant « Silence, c'est dangereux maintenant ». Mais tout cela se mélangeait et se confondait en un seul cauchemar. Et au centre même de ce cauchemar se trouvait Marcus, qui, à nos yeux, perdait tout signe de présence humaine. Il mangeait très peu, réagissait à peine lorsque nous le réveillions. Cependant, si l'on mettait la cassette en marche, il semblait s'animer, chuchotant doucement dans cette horrible langue. À un moment donné, nous avons décidé de placer une caméra dans la pièce pour enregistrer tout ce qui se passait lorsque le signal était à plein volume. Nous avons activé l'enregistrement le soir lorsque le vent dans la cour soufflait très fort. Nous avons installé la caméra sur un trépied et l'avons dirigée vers Marcus. Je me suis dit, si nous ne réussissons pas, nous aurons au moins une preuve vidéo. Le signal a parcouru les ondes, les rires se répétant toutes les quelques minutes, les ordres militaires me coupant l'ouïe. Marcus prononçait ces phrases sibyllines, puis soudain, une pause, et l'opérateur a cessé de remuer les lèvres. Nous avons baissé le volume. Nous avons alors remarqué qu'il tournait lentement la tête vers la caméra.
même s'il ne pouvait pas nous voir. Son regard, ou son absence de regard, étant donné le voile sur ses yeux, m'a littéralement paralysé. Lorsque nous avons revu la vidéo 1 heure plus tard, nous avons constaté un détail effrayant. Au moment où Marcus s'est tourné vers l'objectif, son visage présentait une lueur d'orbite nue, exactement dans l'axe de la caméra. Les orbites de le semblent fermées sur la pellicule, mais sur la pellicule, c'est comme si les pupilles avaient en fait définitivement disparu. Je n'ai pas trouvé le courage de le regarder à nouveau. J'avais l'impression d'être pris pour cible à chaque nouvelle lecture. Nous avons donc caché la cassette. C'est à ce moment-là que Walter a eu l'idée de son plan fou. Il pensait que si le signal provenait du complexe sous-glaciaire, il devait y avoir un moyen d'y entrer. Peut-être qu'il y aurait un émetteur principal ou quelque chose qui désactiverait l'anomalie. Bien sûr, nous ne pouvons pas creuser un puits de 3 kilomètres, mais il a été suggéré que la construction militaire pourrait avoir laissé des conduites de ventilation ou des tunnels déjà percés. Si nous pouvions les trouver, nous pourrions essayer d'y descendre. J'ai objecté. Vous vous rendez compte que c'est de la folie. Comment allons-nous les trouver? La glace est éternelle. Mais Walter a affirmé qu'il avait des idées concernant le géoradar et la localisation. Nous avions un GPR portable qui pouvait trouver des vides dans une couche de glace relativement fine. Mais il s'agit d'une zone gigantesque. Cependant, nous n'avions pas le choix. Tous les 4, car Marcus était immobile, nous avons emmené le radar en motoneige à plusieurs kilomètres de la station, à l'endroit où, d'après nos calculs, le signal était le plus fort. Là, nous avons installé les antennes et commencé à scanner. Le vent nous a presque arraché les pieds. Nous étions couverts de neige, mais nous avons continué. Ce n'est qu'à l'approche de la nuit que nous avons obtenu le résultat. Sous la surface, il y avait effectivement un puits vertical qui pourrait être un passage technologique. Nous avons réussi à localiser les coordonnées approximatives de l'entrée. Cet endroit se trouvait à 1,5 km à l'ouest de notre station, où aucun être humain n'avait mis les pieds depuis des années. Nous nous y sommes rendus le matin, munis de nos outils et de nos torches. Et qu'avons-nous trouvé? Vous allez rire, mais il s'agissait d'une plaque de métal gelée dans la glace. Un rectangle d'environ 2 mètres de long, recouvert d'une couche de neige et de glace. Lorsque nous l'avons réchauffé à l'aide de torches, nous avons remarqué qu'il s'agissait d'une trappe scellée. On aurait dit que quelqu'un, à une époque très lointaine, avait essayé de la dissimuler, mais n'avait pas pu, ou n'avait pas su mener à bien sa tâche. Nous nous sommes réjouis. C'était peut-être l'entrée du complexe souterrain où le sinistre signal jouait son jeu. Mais en mon fort intérieur, j'ai frémi à l'idée que quelque chose de bien pire qu'une vieille machine nous attendait sous cette trappe. Hope exprime ses doutes. Si c'est caché, c'est probablement qu'il y a une raison. Mais Walter insiste pour qu'on y jette au moins un coup d'œil. La raison s'est opposée à la curiosité, et c'est finalement la curiosité qui l'a emporté. C'est ridicule de l'admettre, mais à l'époque, nous espérions un miracle. Si nous trouvions le centre de contrôle, nous pourrions désactiver l'émetteur et sauver Marcus. Il avait fallu des heures pour ouvrir l'écoutille. Les fixations étaient volées corrodées, les filets n'écoutaient pas. Nous avons finalement brûlé quelques de boulons avec une soudeuse. Sous le couvercle, nous avons trouvé un puits vertical avec des supports sur les parois, probablement une échelle improvisée qui s'enfonçait dans l'obscurité. Nous y avons descendu une corde solide avec une torche pour évaluer la profondeur. Il semblait que le puits descendait à environ 200 mètres de profondeur, bien moins que 3 kilomètres, mais menant probablement à un système de tunnels horizontaux en dessous. Je ne vais pas mentir, mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes oreilles. Mais nous avons mis nos ceintures de sécurité, nous nous sommes attachés, et nous avons commencé notre descente. Walter est parti en premier, moi derrière lui, suivi par Davis et Bryson.
et Hope était resté au sommet pour nous protéger. La descente était dure, le froid me brûlait les mains à travers mes gants, et à certains endroits, les marques sur les parois montraient que le puits était solidement construit, avec une armature métallique. Enfin, nous atteignîmes le fond. Les lanternes révélèrent, dans l'obscurité, un couloir rectangulaire aux murs de pierre, qui s'enfonçait loin sous le glacier. L'air était vicié, mais respirable. On aurait dit qu'il y avait un système de ventilation bouché par la glace. Nous avons parcouru le couloir en laissant des repères pour ne pas nous perdre. Les murs portaient des traces d'anciennes inscriptions, mais nous ne pouvions pas les distinguer. Tout avait été effacé par le temps. Bientôt, le couloir nous a conduits dans une grande salle, plus proche d'une salle de science, jonchée d'armoires métalliques, d'instruments cassés et de câbles. Sur le sol se trouvaient des restes de papier totalement illisibles pour nous, trempés et pourris. Mais au milieu de la pièce se trouvaient d'étranges appareils qui ressemblaient à du matériel radio. Nous avons allumé plus de lumière et nous sommes restés bouche bée. Ces appareils étaient reliés à des antennes et les fils s'enfonçaient encore plus profondément dans le mur. On ne savait pas s'ils fonctionnaient encore ou s'ils avaient été mis hors tension depuis longtemps. Soudain, Bryson, examinant l'une des télécommandes, s'exclame « Les gars, l'appareil est allumé. » Nous étions sceptiques. Après tout, les lumières n'étaient pas allumées. Mais Bryson a pointé du doigt la faible lueur d'un indicateur caché sous une couche de suie. Il y avait donc du courant. Mais comment? D'où? Peut-être y avait-il un générateur ou une sorte de centrale géothermique souterraine. Ou bien était-ce l'énergie anormale d'où émanait ce terrible signal? Nous avons fait le tour du laboratoire et sommes tombés sur un long couloir dans le coin le plus éloigné, menant à d'épaisses portes métalliques. Il y avait des panneaux d'avertissement sur ces portes, et entre elles, une inscription délavée, où des mots comme « expérience » et « modite militaire » étaient difficilement lisibles. L'image se précise pendant la Grande Guerre ou juste après. Des gens ont installé ici une base secrète. Ce qu'ils testaient exactement restait un mystère. Mais apparemment, tout avait été inondé ou abandonné. Et maintenant, certains mécanismes avaient repris ce vie, diffusant ce signal. Nous voulions trouver l'interrupteur principal. Si nous pouvions couper l'alimentation électrique, peut-être que le signal disparaîtrait et que Marcus reprendrait ses esprits. Nous avons prudemment ouvert l'une des portes. Derrière elle se trouvait une petite pièce qui ressemblait à une salle de serveur. Des racks étroits, des câbles, des lampes de signalisation. Quelques lumières de rouge brillaient pitoyablement à certains endroits. Davis se dirigea vers un mur où se trouvait un grand interrupteur. « C'est certainement une sorte d'alimentation centrale, » dit-il. « On l'arrache ?» Nous avons jeté un coup d'œil autour de nous. Et si nous libérions un mal encore plus grand? Mais il n'y avait pas d'autre solution. « Faites-le, » répondit Walter. Lorsque Davis tira le levier vers le bas, la pièce s'illumina d'une lueur, comme si l'électricité avait voyagé à travers les câbles et avait commencé à s'estomper. Nous entendîmes une légère vibration dans la pièce voisine. Je me figeai une seconde. Cela ne signifiait-il pas que le signal s'était arrêté? Peut-être que là, en surface, Marcus aurait été soulagé. Mais notre joie n'a pas duré longtemps. Soudain, du fond du couloir, nous parviennent les mêmes rires d'enfants, plus forts et plus proches, cette fois. Si l'équipement était éteint, d'où venait ce son? Les rayons des lanternes étaient faibles, l'émission était faible comparée à la peur qui nous enveloppait. Une ombre semblait se déplacer dans le couloir, bien que nous n'ayons vu ni pas ni silhouette. Juste des rires et des bruissements. J'ai entendu les mots comme s'ils étaient prononcés sa voix basse. Trop tard, ils nous observent. Walter m'a attrapé par l'épaule. « Allons-y, vite !» Mais les couloirs devenaient de plus en plus confus. Certaines portes étaient bloquées. Le blizzard à l'extérieur
empêchait Hope de venir nous aider. J'avais l'impression que nous étions piégés par la conception même de cet endroit. Nous nous sommes faufilés dans les couloirs souterrains, essayant de retrouver le chemin de la mine. Les rires des enfants nous parvenaient car par intermittence, comme si nous étions suivis à la trace. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans une pièce familière avec des équipements radio et nous avons revu le chemin que nous avions emprunté. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés devant les escaliers menant à l'écoutille. En grimpant, nous sommes remontés à la surface, où Hope nous attendait déjà, s'inquiétant sans cesse. Nous lui avons dit que nous avions coupé le courant, mais qu'il y avait encore quelque chose à l'intérieur. Épuisés, grelottant de froid et de peur, nous sommes retournés à la station. Et qu'est-ce que c'était? Le silence dans le récepteur. Pas de rire, pas d'ordre militaire. Malgré notre terreur, nous exultons intérieurement. Nous les avons peut-être éteints. Le signal avait disparu. Hope s'est précipitée à l'infirmerie auprès de Marcus, et quelques minutes plus tard, nous l'avons entendu crier. Lorsque nous nous sommes précipités vers elle, nous avons vu une image terrible. Marcus était assis sur son lit, regardant dans le vide avec le même sourire, ses yeux noirs et vides. Je ne peux pas imaginer comment cela a pu se produire, parce qu'avant cela, il n'y avait qu'une pellicule sur ses yeux. Mais maintenant, les orbites n'existaient plus du tout. Il n'y avait plus une goutte de sang. C'était comme si quelqu'un les avait soigneusement enlevés. Il n'y avait aucun instrument à proximité, aucune trace. C'était comme si son corps avait rejeté les yeux lui-même au moment où le signal a été éteint. Nous avons tous été choqués. Mais le plus important, c'est qu'il a cessé de respirer, comme si c'était exactement au moment où le signal s'est tu et où le quelque chose a quitté Marcus, ne laissant de son corps qu'une coquille vide. Les médecins auraient probablement donné leur avis, mais nous ne pouvions que deviner. Ce que nous avons compris, c'est que ce signal radio, provenant de la glace, est lié à des phénomènes qui dépassent l'entendement. Nous ne savons pas qui était enfermé dans le laboratoire souterrain, ni pourquoi. Peut-être menait-il des expériences sur la conscience, sur la psyché, peut-être même sur quelque chose de non humain. Le lendemain, nous avons emballé nos affaires, rassemblé toutes les cassettes, y compris les fragments audio effrayants. Walter a dit que nous avions le devoir de faire un rapport aux autorités compétentes pour nous assurer que cela ne se reproduirait pas. Mais je me demande encore si notre témoignage ne sera pas la raison pour laquelle quelqu'un d'autre décidera de descendre dans les profondeurs de la glace et de reprendre ce cauchemar. Peut-être que notre reconnaissance n'est point nécessaire que pour ceux qui comprendront la menace et ne permettront jamais que ces expériences se reprennent. J'écris ces lignes pour vous dire qu'il y a des endroits en Antarctique où la glace cache des secrets bien plus terrifiants que de simples lacs ou microbes. Lorsque vous entendrez à la radio des rires d'enfants mêlés à des ordres militaires provenant des profondeurs de la Terre, courez, courez sans vous retourner, et que ces orbites vides de Marcus nous rappellent à jamais que la curiosité humaine n'apporte pas toujours le progrès. Parfois, elle nous appelle dans les abîmes de l'horreur, là où le regard impitoyable de quelqu'un d'autre nous attend depuis longtemps,